Donc, comme on vient de le dire, je m'appelle Sylvie Granotier et j'écris des polars. En général, à la fin de mes romans, les masques tombent en même temps que le rideau. D'ailleurs, dans ce genre qui est mon genre donc, de prédilection, le texte fondateur, celui qui n'a jamais été égalé depuis, c'est l'histoire d'Œdipe. Œdipe part à la recherche de l'assassin de son père et découvre que l'assassin, c'est lui. Bon, chez les Grecs, l'homme erre dans un monde rempli d'énigmes qu'il tente de résoudre à ses risques et périls. Parmi elles, il y en a une qui reste, je trouve, éternellement mystérieuse, indéchiffrable, c'est l'identité de l'autre. D'ailleurs, avec Œdipe, c'est parfait, parce que chez lui, l'autre, finalement, c'est lui. Ce qui complique encore singulièrement les choses. D'où cette question, qui est une question dangereuse, à mon avis, qui est celle de « qui es-tu » Comme on dit « t'es qui, toi ?» Il y a toujours quelque chose d'agressif, de dangereux, à interroger l'identité de la personne qu'on rencontre. Parce qu'en sous-texte, ce qu'on entend, c'est « qui es-tu vraiment ?» Qui es-tu derrière cette apparence lisse ou familière ? On voit arriver un étranger, un inconnu, on surprend un comportement étrange, un événement choquant, et intérieurement, on se la pose la question. On se dit « qui es-tu, toi ? Toi qui me fais peur, toi qui me trouble, toi qui me plaît, toi qui me blesse, toi qui me choque, toi qui m'intrigue. » Alors l'avantage dans la vie réelle, c'est qu'on a une confrontation directe dans le face-à-face. La présence physique de l'autre, elle fournit des indices. Et l'expérience fait qu'on peut les interpréter, ces indices. On peut avoir un regard trop direct, trop franc, qui alerte qu'il y a sans doute du mensonge dans l'air, ou la voix qui est soudain perchée, qui indique le malaise, des bras croisés qui annoncent la fermeture, un corps souple, bras lâchés, qui lui dit la confiance, ou les jambes croisées, qui prescrivent le silence. Il y a l'intuition aussi, mais l'intuition, elle fonctionne que par le support matériel de la présence physique, ou ne serait-ce que de la voix. Alors qu'en est-il quand le face-à-face est dématérialisé ? Il y a quelques années, j'étais tombée sur un fait divers américain qui m'a fascinée. Je me suis dit que ça serait une matière à roman formidable, sauf que, comme ça arrive très souvent dans la vie, le fait divers était parfait. Il était rond, il n'y avait rien à y changer, je ne voyais pas ce qu'une fiction pouvait y apporter. Donc, je vais vous le raconter assez rapidement. Le héros est un père de famille bedonnant, 50 ans, 3 enfants, une vie absolument rangée. Un jour, il entre dans la chambre de sa fille et sur l'écran de l'ordinateur, il voit qu'il y a un chat en cours et parmi les participants, il y a une jeune fille qui a mis sa photo. Bon, lui, je vais l'appeler Bill, elle, je vais l'appeler Samantha. Samantha est tellement charmante, elle est blonde, elle est jolie, et elle est extrêmement attentive à tout ce qui survient. Alors par jeu, parce que la situation l'intrigue, il décide de se faire passer pour un jeune soldat qui va partir faire la guerre en Irak. Samantha mord à l'hameçon immédiatement parce qu'il dit qu'il est inquiet, il a peur de ne pas revenir, il va mourir. Et Samantha lui dit « Non, non, moi j'ai confiance, je suis sûre que tu vas revenir. » Et ils ont des échanges assez continus jusqu'au moment où il faut bien qu'ils partent en Irak. Donc il s'interrompt pendant quelques mois, il revient sain et sauf, merveilleux, et la conversation reprend. Et elle reprend de façon de plus en plus intime, au point qu'il finit par se dire qu'il a sans doute rencontré la femme de sa vie et qu'il faut peut-être qu'il change de vie. Alors il en parle à un de ses collègues au boulot, Alan, et Alan, qui est beaucoup plus jeune que lui dit je trouve ça bizarre cette histoire, tu la connais pas, Internet c'est dangereux, je vais aller voir. Donc Alan va sur le chat à son tour, il entre en communication avec Samantha, et ça accroche encore mieux qu'avec Bill. Alors Bill, évidemment, s'en aperçoit, il en prend ombrage. On est aux États-Unis, Bill a un fusil, il prend son fusil, il va au boulot, et il tue Alan. Le procès a lieu. Des témoins viennent dire quel homme épatant était Bill jusqu'à cette rencontre fatale. On attend la femme fatale, qui a été évidemment appelée comme témoin.
Samantha arrive, c'est pas du tout Samantha, en fait c'est la maman de Samantha. Elle a également 50 ans, c'est une femme au foyer et elle faisait ça pour s'amuser. Bill s'est retrouvé en tôle. Alors dans ce jeu de dupes, tout le monde a menti. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu trahison ? Est-ce qu'il peut y avoir trahison dans un monde virtuel où la fiction règne en maître ou en maîtresse ? S'inventer, inventer l'autre, inventer une relation, inventer une vie, propager des fausses nouvelles, croire des fausses nouvelles, c'est vivre à l'intérieur d'un conte qui est acceptable puisqu'apparemment sans conséquence, sans prix à payer. Ce qui donne à croire que la fiction est inoffensive et la réalité dangereuse. Bon, pour en revenir à mon genre de prédilection, le roman policier, le lecteur éprouve des sensations fortes. Il est confronté à du danger, à de la violence, à de la transgression, mais il sait qu'il ne risque rien. Aujourd'hui, dans les séries, on a le même phénomène, même quand on s'attaque à un problème très réel, avec celui qu'on a vu il n'y a pas très longtemps sur Tchernobyl. Ce qu'on ressent en voyant Tchernobyl, c'est des sensations extrêmement fortes, mais le fait est qu'on les ressent depuis son fauteuil, parfaitement à l'abri. Et le problème en plus, c'est que le pas à franchir pour construire ses propres fictions, alors en général on part de schémas qui sont eux-mêmes inspirés de fictions naïves et rassurantes. Dans l'histoire de Bill, le jeune soldat part à la guerre, revient en héros. La jeune fille, elle est jeune pour l'éternité, elle est belle et blonde et souriante. Elle est une source de réconfort, elle sait nourrir les narcissismes défaillants, c'est la femme idéale. Mais ce pas à franchir ne demande aucun effort, ni de transformation, ni d'imagination. C'est une mise en abîme incroyable, où il s'appuie sur les stéréotypes manichéens de fiction médiocre pour en tisser de nouvelles, dont l'inventeur doit convaincre les autres pour mieux y croire. Les recruteurs de Daesh, qui vivaient dans un monde très réel, ont su se projeter dans le désir de ceux ou celles qu'ils voulaient rallier à leur cause. Pour ceux et celles qui rêvaient d'un monde de consommation sans limite, les films mettaient en scène des guerriers à la barbe soigneusement taillée, tous très beaux, dans leurs costumes noirs de héros, tous courageux et joyeux, et en plus, ils portaient les dernières Nike et chaussaient des Ray-Ban modèle aviateur. Pour les voyous qui rêvaient de revanche transgressive en toute impunité, il y avait les films d'égorgement sous les applaudissements de la foule. Pour ceux qui rêvaient de transcendance et de pardon, il y avait la propagande religieuse qui garantissait que le Cham était le lieu d'accomplissement d'un monde idéal et d'obéissance à Dieu. Pour en revenir à notre monde plus proche, enfin, aujourd'hui les politiques revendiquent le storytelling comme une pratique non seulement légitime, mais nécessaire. Il faut nous bercer de fiction plutôt que de nous fournir matière réelle à penser la réalité. C'est comme dans le western. Si la légende est plus belle que la réalité, c'est la légende qu'il faut imprimer. Dans la relation dématérialisée, la réponse au « qui es-tu » est « je suis celui que je rêve d'être » ou « je suis celui que tu rêves que je sois ». Faut-il avoir peur du réel et de soi-même, c'est-à-dire de celui que Simenon appelait l'homme nu, en affirmant « moi je suis à la recherche de l'homme nu ». Alors une société d'hommes nus serait vite barbare. Nous avons besoin de parures, aussi bien pour nous couvrir et nous pavaner que pour contrôler nos instincts. Mais de là à perdre le contact avec, comme dit Molière, notre carcasse, à l'instar de Molière, je dis carcasse peut-être, ma carcasse, mes chairs, un dévoiement insidieux opère et se répand comme un cancer. Dématérialiser les rencontres, les échanges, les pratiques rendent le réel de plus en plus effrayant parce que non contrôlable. C'est l'histoire du cric, je pense que tout le monde la connaît, c'est pas la peine que je la raconte, qui fait que le peureux est l'homme le plus dangereux qui soit. Mais la fiction, celle qui explore les zones d'ombre et qui se nourrit de la complexité infinie du monde et des hommes, face au monde dématérialisé, elle devient insupportable, trop difficile. On remarquera que le monde dématérialisé est simplifié, accessible à tous, sans effort, aussi rassurant et irréel qu'un vœu pieux.
Le réchauffement climatique n'existe pas, il faut revenir à un passé merveilleux même s'il n'existe que dans notre trompeuse mémoire. L'amour est un conte de fées, et puis si le conte de fées ne marche pas, on en écrit un autre. Et quant à moi et mes potes que j'ai rencontrés, on est tous d'accord sur tout. Alors c'est formidable parce qu'on n'est pas tout seul, et du coup les autres ils sont de plus en plus infréquentables. Et on est vite arrivé au degré zéro de l'évolution. Je vais utiliser un vocabulaire un peu daté du polar, mais le réel n'est pas un cave, c'est un malabar. Et quand il se rebiffe d'avoir été trop nié, les intérêts sont exorbitants. Alors c'est ni par lâcheté ni pour l'amadouer que j'annonce haut et fort à quel point je suis attachée au réel. Il me passionne, il pique ma curiosité, il nourrit mon imagination avec une générosité inépuisable. Il ne me ment que lorsque je lui tourne le dos et ne me trahit que lorsque je le nie. Alors la vérité, elle peut être hostile, violente et irrespectueuse. Le mensonge n'est pas nécessairement trahison, il peut renforcer, consoler, réparer. Dans la comédie de Corneille, Le Menteur, le héros ne cesse de mentir pour rendre la vie des autres plus agréable et plaire au plus grand nombre. Chaque mensonge est un nouveau nœud dans l'étoffe qu'il tisse et à la fin, l'inévitable embrouille en mêle tous les protagonistes qui, ultimement, se retournent contre le gentil menteur. La réalité, elle est ni gentille ni méchante. Elle ne connaît pas le mensonge ni la trahison. Elle ne dissimule rien. Elle est tout simplement notre meilleur adversaire et contradicteur. Elle nous contraint à sortir notre meilleur jeu. Nous ne saurions nous en passer sans aller à la catastrophe.